Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 5 décembre 2013, 5 décembre 2014. Retour sur une année d'opération Sangaris en Centrafrique. La mission française devait sécuriser la capitale Bangui et protéger les populations. Mais les défis à relever sont encore nombreux. Avec plus de 1500 victimes recensées, la Sierra Leone est sans doute l'un des 3 pays les moins infectés par l'épidémie Ebola qui a fait 6928 victimes en Afrique de l'Ouest. Zoom sur ceux qui ont la difficile tâche d'enterrer les corps. Immersion au sein du concours d'entrée de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. En fin d'édition, un concours sélectif pour un établissement où l'enseignement est réputé de qualité. Il y a un an, jour pour jour, l'opération Sangaris était lancée par la France en Centrafrique. Une intervention annoncée de courte durée et destinée à mettre fin aux violences dans le pays. 2000 soldats français ont ainsi été chargés d'accompagner les troupes africaines, puis les casques bleus dans leur mission de sécurisation du pays et de protection des populations. Un an après, les objectifs sont loin d'être atteints. Aminata Jack. Il y a un an, jour pour jour, débutait l'opération Sangaris en Centrafrique, une intervention militaire lancée par la France sous le mandat de l'ONU. Le pays avait déployé sur le terrain 2000 soldats chargés d'accompagner les troupes africaines et les casques bleus dans leur mission de sécurisation de la Centrafrique et de protection des populations. Aujourd'hui, leur mission n'est pas définitivement terminée dans ce pays où le calme reste précaire. La contribution des troupes françaises a été d'une importance capitale dans la gestion de la crise centrafricaine à ses débuts, parce qu'il fallait absolument mettre en place un dispositif militaire capable de rétablir relativement l'ordre dans le pays. Maintenant, sur le plan strictement militaire, la bataille n'est pas terminée parce qu'il y a toujours cette insécurité qui règne dans le pays. Même à Bangui, le calme n'est toujours pas totalement revenu. Donc, sur le plan militaire, le bilan pourrait être mitigé. La situation sécuritaire en Centrafrique demeure fragile. Des violences sporadiques surviennent à l'intérieur du pays et dans la capitale Bangui. Un contexte qui, selon certains acteurs politiques, nécessite une réforme profonde pour rétablir l'ordre et la paix. Donc remettre en place les institutions, et pour ça il faut les compétences. Et quand je dis les institutions, c'est-à-dire la justice, en Centrafrique c'est l'impunité totale qui nous a également conduit dans cette situation. Donc il faut des réformes dans tous les domaines, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la sécurité de manière globale, l'armée nationale, la gendarmerie, la police. Il faut remettre notre armée sur pied. Parce que dans l'armée nationale, nous avons des officiers qui ont été réellement bien formés. Sur le plan militaire, les troupes onusiennes poursuivent leur avancée en Centrafrique. Pour le moment, le retrait de la France n'est pas à l'ordre du jour. Sur le plan politique, la transition va se prolonger. Initialement programmée le 15 février 2015, les élections générales seront différées d'au moins un semestre pour assurer les conditions nécessaires pour la tenue d'un scrutin crédible. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal reçu par son homologue français Manuel Valls et le président François Hollande jeudi à Paris. La visite doit permettre la signature de 70 accords dans les domaines du transport, du nucléaire, de la formation professionnelle ou encore de l'agriculture. Un rapprochement économique entre les deux nations entamé depuis 2012 et la visite du président français en Algérie. L'épidémie Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Le 29 novembre, l'Organisation mondiale de la santé a publié un dernier rapport faisant état de plus de 6900 victimes. Pour les pays infectés comme la Sierra Leone, se pose la question de l'inhumation des victimes. Un travail entrepris par plusieurs équipes de la Croix-Rouge, comme nous le montre ce sujet de Birama Saonera. En Sierra Leone, l'enterrement de victimes du virus Ebola constitue une grande préoccupation. Dans ce pays durement touché par l'épidémie d'Ebola, il est difficile de trouver des personnes prêtes à assurer l'inhumation en toute sécurité. À Freetown, la capitale de la Sierra Leone, comme dans l'intérieur du pays, les équipes de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre afin d'enterrer les victimes de cette maladie malgré les risques qui en découlent. Nous avons été alertés du centre de commande. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. Nous venons de ramasser un cadavre pour donner une sépulture digne et sûre. La Croix-Rouge traite chaque mort comme un cas potentiel avec plus de précautions. Ainsi, l'enterrement se fait rapidement et en toute sécurité. Selon une estimation de l'ONU, 70% des nouveaux cas d'Ebola en Sierra Leone sont dus aux personnes touchant les morts lors des rites funéraires et traditionnels.
Les membres de la Croix-Rouge encouragent les citoyens à ne pas toucher les corps qui sont souvent hautement infectieux. Si le défunt est un musulman, nous leur demandons de fournir le linceul blanc pour envelopper les morts comme cela se fait habituellement. Avant l'épidémie, les parents le faisaient eux-mêmes. Mais maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Nous le faisons pour eux. La Sierra Leone est l'un des pays les plus touchés par le virus Ebola. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le pays s'élève à 1583 sur un total de 7312 personnes infectées par le virus. Le Burkina Faso progresse dans la lutte contre le VIH-Sida. Selon les dernières enquêtes, le taux de prévalence s'établit aujourd'hui autour de 1%, un recul significatif. En effet, en 1986, ce taux s'élevait à 7%. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le taux de prévalence du VIH-Sida est en nette régression. Ce taux s'établit autour d'1% aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques années, les statistiques avaient révélé 7% de taux d'infection. Une baisse qui semble être la résultante des efforts consentis par les autorités du pays. Depuis 2001, le Conseil national de lutte contre le sida a été mis en place pour prévenir la maladie. C'est ainsi qu'en 2010, les antirétroviraux sont devenus gratuits au Burkina Faso, avec pour objectif d'atteindre 0 cas d'infection et 0 décès liés à cette maladie dans les 15 prochaines années. C'est important parce que ça permet de relancer encore que le VIH est là. Il faut toujours faire attention et surtout en faisant le test parce que vous ne pouvez pas savoir si vous avez le VIH ou non si vous ne faites pas le test. Le taux de prévalence reste encore élevé au sein de certains groupes cibles. À titre d'exemple, chez les routiers, il est d'environ de 16%. Une situation peu reluisante. Pour renverser la tendance, des initiatives sont développées pour atteindre et sensibiliser ces personnes vulnérables. Et l'unité mobile également nous permet d'avoir accès à ce qu'on appelle des populations clés. C'est des populations qui sont beaucoup plus à risque de l'infection par le VIH, mais qui, du fait de la stigmatisation, ne fréquentent pas les centres. L'un des plaidoyers des associations de lutte contre le sida est la promotion du dépistage volontaire, anonyme et gratuit et la communication pour un changement de comportement. Un plaidoyer qui porte déjà ses fruits. J'étais un peu réticent, mais récemment j'ai connu une fille là, et donc c'est elle qui m'a beaucoup incité à me présenter là aujourd'hui pour le test. Voilà, donc elle m'a fait comprendre que les tests de dépistage, ça avait une grande importance pour tout un chacun de nous. Cette année, les dirigeants du monde entier se sont engagés à éradiquer le sida d'ici à 2030. Le Burkina Faso, qui a connu ses premiers cas depuis une trentaine d'années, demeure également dans la même optique. En Côte d'Ivoire, la capitale Yamoussoukro incarne depuis plusieurs années un pôle universitaire majeur. Ainsi, les grandes écoles de la ville regroupées au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny sont connues pour être les meilleures du pays. Les concours d'entrée sont d'ailleurs très sélectifs et l'enseignement y est de qualité. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Yamoussoukro, ville universitaire par excellence de la Côte d'Ivoire. La capitale de la Côte d'Ivoire accueille en effet l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ce centre d'enseignement est né du regroupement en 1996 de 7 grandes écoles. Les étudiants y subissent une sélection rigoureuse à l'entrée. Par exemple, sur plus de 6000 candidats, seuls environ 700 ont été retenus cette année à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises. L'INPHB est également réputé pour la qualité de l'enseignement. L'accent est mis sur les travaux de recherche. La différence, c'est qu'ici, les ingénieurs sont formés avec la pratique, avec des laboratoires qui sont équipés et donc qui permettent de faire des formations qui sont axées essentiellement vers la pratique. En plus, la formation théorique. En plus de favoriser leur insertion professionnelle, la formation à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny donne aux étudiants l'esprit d'entrepreneuriat. J'aime créer, faire des choses, faire du beau, voilà. Donc, je pense que ça serait intéressant de travailler à son propre compte, d'être sous contrainte avec un employeur
et autres, voilà. Et puis, ça va participer à la création de l'emploi aussi au niveau du pays. Il ne faudrait pas rester là et attendre qu'on soit embauché. Nos stages sont des stages pré-emploi. Donc cela nous permet, un tant soit peu, de prouver en entreprise et de pouvoir être embauché. Mais il y a aussi le profil entrepreneurial que l'école développe. Pour ma part, j'ai décidé vraiment, à la fin de ma formation, de monter une entreprise. J'ai déjà rédigé le business plan. Donc je pense que pour un étudiant de l'INPHB, nous n'avons pas de crainte à ce niveau. Parce que quand nous sortons, nous avons soit la possibilité d'être embauchés dans une entreprise privée, soit pour les plus courageux d'entreprendre eux-mêmes en créant leur propre entreprise. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny compte 7 grandes écoles, dont l'École supérieure d'industrie, l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, l'École supérieure d'agronomie ou encore l'École nationale supérieure des travaux publics. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.